Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. J'espère que vous allez bien à la maison avec ce printemps qui est très hâtif, même nous a fait, avec certains moments, penser à l'été. On continue de garder espoir à suivre les recommandations de la santé publique avec justement un bon menu pour se divertir. Cette semaine, Isabelle Dominique Cros pour s'entraîner, garder cet esprit sain dans un corps sain comme le veut l'adage, très répandu. Également, il y a Nicolas Vincent Poirier qui viendra nous parler d'une série télé sur la plateforme Disney+, qui est très populaire et qui est en lien avec des super-héros de l'univers Marvel. Aussi, Ray Junior Courtemanche est auteur d'un livre à succès qui parle de son parcours qui est peu banal. Qu'est-ce qui l'a amené vers le monde des affaires? Lui qui a peu d'instructions et qui maintenant l'amène à avoir plus d'une trentaine d'entreprises, vous le saurez, un peu plus loin. Également, Vicky Volikakis qui, avec les temps chauds qui abondent et qui vont abonder encore davantage cet été, nous amène à la Casa del Patio. Ce sera votre lieu probablement de recueillement préféré. Aussi, on va aborder donc ensemble le domaine de la mode avec Valérie Laflamme qui sera aussi mon invitée. Je vous souhaite une très belle émission. C'est un entrepreneur, également un promoteur immobilier. Il vient de nous offrir un livre ces jours-ci du nom du bâtisseur visionnaire. Parcours exceptionnel pour Ray Junior Courtemanche qui est avec nous. Justement, on l'a dérangé sur un de ses chantiers, un de ses nombreux chantiers. Merci d'être avec nous, M. Courtemanche. Merci à vous de l'invitation. C'est vraiment très apprécié. Et pourquoi tout d'abord avoir décidé finalement de partager votre parcours par le biais d'un livre? C'est que je me fais souvent solliciter par les réseaux sociaux où les gens me croisent sur des chantiers ou bien dans des conférences. Puis les gens me demandent pour si je pourrais devenir soit leur mentor ou faire du coaching puis tout ça. Puis comme je travaille 80-90 heures semaine, puis je me concentre sur mes projets, mais je suis pas en mesure de pouvoir offrir ce service aux gens qui m'interpellent puis qui me demandent cette possibilité-là. Puis, durant le confinement, on a trouvé la bonne idée, justement, parce qu'il y avait encore plus de personnes qui nous demandaient comment que nous, on voyait la pandémie puis le confinement. Fait que là, on a décidé de faire un livre pour, justement, partager à le plus de gens possible, dans le fond, mon histoire, qui va pouvoir répondre probablement à énormément de questions que les gens se posent. Fait que je pense que c'était la meilleure formule à utiliser. Fait qu'on a signé une entente avec un grand éditeur qui est un monde différent. Puis le livre il est distribué partout à travers le Québec, le Canada et aussi en Europe parmi tous les distributeurs qui sont dans le réseau d'Un monde différent. Puis un grand réseau, dans le fond, ça va vraiment aider le plus de gens possible. Puis c'est ça qu'on voulait, dans le fond, expliquer comment j'avais commencé en affaires jusqu'à aujourd'hui. Justement, si vous voulez nous parler de votre histoire, parce que déjà, je pense que vous aviez 6 ans, 14 ans, vous aviez même à 14 ans plusieurs employés sur votre gouverne. C'est assez exceptionnel. Là. Parlez-moi un peu des débuts de votre parcours d'entrepreneur et jusqu'à nos jours. Là, quel a été un petit peu le fil conducteur de votre vie là, pour vous mener à un grand succès comme celui-là en affaires? Bien, dans le fond, c'est que je suis né en 1970. Puis, ma mère a quitté le foyer, peut-être j'avais 4-5 ans. Puis là, j'ai été élevé au garage à mon père. Mon père était mécanicien. Puis, moi, j'aimais la course automobile, mais comme on n'était pas fortuné pour pouvoir faire du karting, mais on a trouvé l'idée de faire des T-shirts à l'effigie de mon père, dans le fond, qui coursait avec sa voiture de course. Puis, je vendais des T-shirts à l'âge de entre 6 et 10 ans dans les estrades. Alors, les gens portaient le chandail, exemple, comme mon T-shirt à moi, Ray Junior, mais là, c'était les chandails de Tilou numéro 5 avec sa voiture. Déjà, je me permets de vous interrompre, mais
Déjà à cet âge-là, ça pratique un pitch de vente? Oui, mais j'aimais beaucoup le public, puis les gens, vu que j'étais enfant, bien, ils étaient vraiment très sympathiques avec moi, gentils, puis ils faisaient des jokes. Fait que j'ai commencé très jeune à discuter avec des adultes. Fait que c'est peut-être ça qui m'a emmené à pas être gêné, puis aller au-delà, au-devant des gens, puis de faire de la sollicitation. Puis après ça, bien, à l'âge de 14 ans, j'ai lâché l'école, puis j'ai commencé à faire de l'entretien de terrain. Fait que là, je sonnais aux portes et j'offrais aux voisins de la maison où j'habitais chez mon père de faire l'entretien, leur gazon. Et l'hiver, je offrais le service de déneigement, fait que tout en faisant du porte-à-porte, puis en donnant du bon service, puis en gardant une bonne relation avec les clients, mais j'accumulais les clients qui voulaient qu'à chaque semaine, j'aille tondre leur gazon. Puis quand c'était l'hiver, mais les mêmes clients, j'allais déneiger leur trottoir, leur marche, leur balcon, puis leur stationnement. Mais quand même, la clé de votre succès, c'est quoi? Parce qu'évidemment, vous, c'est un parcours exceptionnel, mais il y a peu de gens qui, qui peut-être un peu sans avoir un grand bagage, par exemple universitaire ou d'éducation, peuvent aspirer à de genre de choses que vous avez réussi à accomplir. Quel est le message important qu'on doit retenir de vos conférences, mais aussi de votre livre? Ben moi, je vous dis, qu'est-ce qui m'a donné autant d'ascension puis de positif dans ma vie d'entrepreneur, c'est le fait d'écouter mes clients que je servais quand j'étais tout jeune. Puis il y avait beaucoup de gens là-dedans, mais qui étaient soit comptables, notaires, avocats, entrepreneurs. Puis j'étais une personne qui posait énormément de questions. Puis les gens, vu que j'étais une personne qui donnait du bon service, puis j'étais toutes les semaines chez eux, mais je développais une affinité avec les gens, puis les gens aimaient partager leur expérience avec moi. Puis c'est un peu toute l'expérience de tous les gens que j'ai écoutés qui m'ont amené à avoir un grand bagage d'expérience. Alors, l'important, c'est de donner du bon service, d'écouter les gens, puis d'essayer d'apprendre le plus possible. Tu sais, comme en ce moment, j'ai environ une trentaine d'entreprises dans différents secteurs d'activité. Puis, j'ai pas appris ça à l'école, j'ai appris ça, comme on pourrait dire, sur le tas. Puis, c'est les gens à qui je servais, je donnais du service, que j'ai appris énormément. Puis, en exécutant des travaux, mais là, c'est là que je suis allé chercher mon expérience d'entrepreneur. Mais là, vous avez dit, j'ai appris sur le tas, j'ai une trentaine d'entreprises. C'est sûr, vous avez beaucoup de succès en affaires, c'est visiblement, ou avec votre parcours, mais quand même, vous avez eu des échecs, ça c'est sûr. Hein? Pour avoir des grandes réussites, on passe par des moments moins heureux. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a des échecs? Puis de quelle façon doit-on se relever d'échecs pour continuer à avancer? Puis justement, atterrir à un moment donné avec un réel succès comme vous, là? Bien, je vous dis, c'est une accumulation des années, puis un échec, dans le fond, c'est pas un échec. Pour moi, c'est de l'apprentissage. Puis, chaque apprentissage qu'on a et chaque échec, dans le fond, il faut se retrousser les manches, puis d'aller chercher des ressources, aller chercher de l'information pour justement ne pas répéter ces erreurs-là. Puis, tous les gens qui sont autour de nous, bien, c'est des personnes qui peuvent nous donner ces réponses-là. Fait que c'est d'écouter le plus possible, poser le plus de questions possible, puis de jamais s'apitoyer sur notre sort. Dans le fond, dites-vous que où est-ce qu'on est rendu maintenant dans l'économie, dans l'évolution, mais à chaque étape, il y a eu une évolution, puis on s'est amélioré autant dans l'aviation que dans l'Internet, la communication, toutes ces branches-là, ces choses-là nous ont amenés à grandir, puis il ne faut jamais arrêter. Il nous reste peu de temps, il nous reste environ une minute, mais je veux quand même vous poser cette question-là parce que vous êtes un homme d'affaires, on est en pleine pandémie, ça a été dur pour vous sûrement, pour tous les hommes d'affaires, les entrepreneurs du Québec. Qu'est-ce qu'il y a après? Comment on peut se projeter dans l'avenir, dans la relance économique? En une minute, ce sera le mot de la fin pour vous, Ray Junior Courtemanche. Ben moi, j'ai lu énormément sur l'histoire dans le passé, puis j'ai remarqué que dans tous les livres que j'ai lus ou les articles, après une guerre, après une pandémie, les gens se relèvent, puis
on peut lire des articles qui disent qu'en ce moment, il y a un surplus de plus de 100 milliards qui a été accumulé dans les coffres, dans le fond de chaque individu. Puis ces gens-là, autant que moi que vous, après la pandémie, ben, on va vouloir profiter de la vie, rencontrer des amis, aller au restaurant, aller en voyage. Fait qu'il va y avoir un gros boom économique après la pandémie. Fait à chaque tempête, il y a du beau temps après, puis c'est ça qui va arriver. Après la pandémie, on va se relever, puis tous les gens, dans le fond, ils vont créer de l'économie. C'est nous-mêmes, les citoyens, qui vont consommer, puis aller en voyage, acheter des maisons, rénover dans notre cour, profiter de la vie. Fait que c'est ça qui va arriver, d'après moi, puis je le souhaite à tous. Ben, on va avoir du beau temps après la tempête. On se souhaite évidemment le plus rapidement possible. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, le livre « Le bâtisseur visionnaire » est disponible au Monde différent, l'éditeur. Régis Junior Courtemanche, merci de nous avoir parlé. Merci à vous, c'est très apprécié. Je vous souhaite du bon succès puis une belle journée. Vous aussi, merci. Merci, au revoir. Chronique culturelle par le truchement de la technologie. Salut, mon cher Francis Galland. Salut, mon cher Alex Trudel. Content de te savoir là. Étienne Drapeau, Le Pont, son nouvel album. Qu'en penses-tu de ce disque? Ben moi, je trouve ça lumineux. Je trouve ça hyper positif. Un vent de fraîcheur, une nouvelle réalisation. On n'est pas habitué d'entendre du Étienne comme ça. Puis j'ai trouvé ça super le fun de voir sa collaboration avec Claude Bégin. Oui. Ça a amené un vent de fraîcheur, j'allais dire un vin de fraîcheur, mais un vent de fraîcheur à Étienne, et ça lui va super bien. T'sais, on l'avait entendu avec Fiesta, un petit peu plus des chansons latines qui bougent, mais là, dans un pop plus actuel, j'ai vraiment aimé ça, puis ça l'a d'ailleurs. Oui, puis ça le sort des balades aussi. Ça le sort des balades aussi. On aimait ce côté-là de lui, certainement. C'est comme ça qu'il a fait sa marque de commerce. Mais à un moment donné, il me l'a dit aussi en entrevue, sans doute à toi aussi. À un moment donné, j'avais besoin de dire autre chose, de faire autre chose aussi. Puis le public, à un moment donné aussi, a peut-être envie d'entendre autre chose. Là. Absolument. Je pense que c'est une belle spécialité d'Étienne. Des balades, ces balades d'amour. Mais là, d'entendre un petit peu Étienne un peu plus... peut-être hop la vie, un peu plus joyeux, ça fait du bien. Puis ça va un petit peu dans le même sens avec son best-seller également, là. Donc de positivisme. Alors, je trouve que Étienne est dans une belle période de sa vie. Oui, Parce que je lui posais comme question, puis c'est ce qui m'a confirmé d'ailleurs. Donc, c'est vraiment le fun et ça va très bien cet album. C'est quand même taillé numéro 2 dans les ventes iTunes. C'est quand même... Ben oui, puis il a eu plusieurs prestations. Il a fait des prestations live durant les successives vagues qui se sont succédées de la pandémie. Il y avait beaucoup de gens qui répondaient présents sur les médias sociaux, qui regardaient ses prestations en direct, notamment. Puis là, on poursuit sur un sujet quand même fort intéressant. On connaît la mannequin professionnelle, tous deux. On est des amis d'Annie Roy. Elle qui a fait une sortie récente qui a quand même suscité beaucoup de discussions, là. Oui, puis quand même, moi, je suis contente de voir qu'Annie s'est mis au devant pour parler des mannequins avec les formes. On est habitué aux mannequins qui sont presque anorectiques. Et là, de voir une mannequin qui assume les formes féminines, donc qui n'avait pas nécessairement dans le 6 à X, là, qui est dans le 7 à 13, c'est beau à voir. Puis ça représente un portrait de la société et ça... En fait, la moyenne de la société, j'oserais dire. Ben oui, parce donc, que je pense que c'est ça, parce que la majeure partie des femmes actives de 30 ans, 40 ans, peu importe aussi donc leur âge, sont dans, justement, n'ont pas les formes et les standards de beauté qu'on voit sur les magazines. C'est plus de 80% d'entre elles. Puis elles ne sont pas représentées dans l'espace ambiant, puis dans les différents aussi films, dans tout ce qu'on voit sur les tribunes. Là. Puis exactement. Puis de voir une femme comme Annie qui est tellement belle, tellement rayonnante et assumée. Ouais. Ça n'a pas toujours été bonne, d'ailleurs, pour Annie de s'assumer comme ça. Mais je trouve ça beau de voir qu'elle est bien et qu'elle en fait, elle fait rayonner la femme, elle fait accepter la femme avec ses différences.
Et dans le fond, c'est pas des différences, c'est juste une normalité, j'oserais dire, dans le fond. Alors, bravo à Annie. Merci aussi aux médias d'avoir mis ça en lumière. Oui, on peut trouver, entre autres, justement, le discours d'Annie Roy, les sorties qu'elle a fait, entre autres sur sa page Instagram. Facebook. Oui, Facebook. Instagram. Oui, exactement. Tu nous amènes avec les bouches bées, dont, entre autres, un visage qu'on voit tous les samedis en direct de l'univers. Ben oui. Les bouches bées, dans le fond, et on voit toujours... moi, là, tu viens de me prendre... Tu viens de me prendre au dépourvu avec Roxane. Avec Roxane Filion. Filion, exactement. Merci. Pas les noms de famille. Donc, la belle Roxane qu'on voit en direct de l'univers et les Bouches Bées, dans le fond, qui est un trio qui existe depuis un certain temps et qui a mis Danick, Roxane et Flavie. Donc, Flavie qui a composé la plupart des chansons sur le bord du fleuve. Dans le fond, c'est inspiré pendant la pandémie, l'album. Un excellent album qui est plus organique, plus roots. On retrouve quand même, là, ils sont venus plus à l'essentiel, un petit peu ce qu'ils faisaient au début, sans être dans la grande perfection vocale, parce que les filles étaient très, très perfectionnistes pour dire qu'ils viennent du cégep ensemble. Ils ont un trio vocal, ils ont été choristes également. Là, ils ont été plus dans le côté naturel. Ils m'ont dit qu'ils se sont retrouvés, en fait, qu'ils ont été dans des zones qu'ils n'avaient jamais été. Ouais. Et ça se ressent sur cet album-là qui est, je vous dirais, qui fait vraiment du bien à l'âme, tout simplement. Je suis d'accord. Un album qu'on écoute qui est très vaporeux, lumineux et qui est un voyage intérieur. Et ça trouve qu'ils ont trouvé en fait leur X. Oui, puis beaucoup parce qu'évidemment, ce qui marque leur formation, c'est leur harmonie vocale, c'est sûr, mais là, c'est de façon dépouillée, donc c'est simple, efficace, authentique. Puis aussi, ce que j'aime beaucoup de leur proposition musicale, c'est que cette fois, c'est pas lisse. Comme tu as dit, il y a de la personnalité dans ce qu'elles ont fait, davantage que sur ce qu'elles avaient fait auparavant, je trouve, sur les précédents albums. Fait que là, j'ai comme l'impression, après plusieurs disques, d'avoir découvert la véritable identité musicale de Bouche Bée. Je sais pas si tu as eu cette impression-là aussi. En plein ça, quand je dis qu'ils sont sur le X, moi, j'ai l'impression que là, ils ont trouvé le filon. Et ils vont d'ailleurs le continuer à le peaufiner, ce filon-là. Et c'est un album qui va s'apprêter super bien aussi à faire des spectacles, à faire des représentations parfois plus acoustiques. On sait qu'on n'a pas toujours les moyens au Québec d'avoir les gros bands en arrière. Donc, c'est un album qui va vivre et qui va faire du bien aux gens. Ouais. Voilà, moi, je suis très heureux de ce son-là et de cette découverte musicale. Et là, une femme qu'on adore tous les deux, de Shawinigan, Annick Saint-Pierre de The Voice, qui s'est rendue encore une fois très, très loin. On l'apprenait ce week-end dernier. L'aventure The Voice, la seule Québécoise en liste d'ailleurs cette année pour Annick Saint-Pierre, ça se poursuit, là. Ça se poursuit. Elle nous avait laissé sur un 3 petits points là, avant samedi. Et là, oui, ça se poursuit, ça s'officialise. On la compare. On dit d'elle que c'est la deuxième Céline Dion. C'est pas rien. Hein? Oui. Je veux dire, c'est à travers le monde, on parle de l'Europe, du Québec, mais même elle est partout là, maintenant sur les réseaux sociaux. Je suis très heureux parce que c'est une amie personnelle depuis des années, une fille qui m'a donné mes premières chances comme chanteur dans les revues musicales. On est toujours amis et c'est moi qui lui avais dit de t'inscrire. Alors moi, je suis très heureux de voir cette continuité-là et de voir son talent briller comme ça. C'est pas rien. Il va y avoir une suite. Il y a des belles propositions pour aussi du côté de l'Europe. Évidemment, dû à la pandémie, c'est un petit peu en suspens. Oui. On en parle, on va jusqu'à de la revue musicale, jusqu'à des projets pour retourner sur le continent européen. Alors, on va suivre ça de près. Oui. Dans le fond, je pense ce fameux Battles-là avec Arthur. Donc, il est disponible sur YouTube un peu partout. J'encourage les gens, ceux qui n'ont pas découvert Annick Saint-Pierre, d'aller sur Annick Saint-Pierre, artiste, The Voice, la plus belle voix. Vous allez la trouver facilement. Exactement. Les vidéos, ils sont. Oui, puis justement, ça sera surveillé parce que là, il sera des chaos. C'est la prochaine étape de The Voice. Et elle prépare un album de chansons originales aussi. Donc, là, comme tu disais, évidemment, avec la pandémie, tout est mis un peu sur pause pour le développement également à l'international dans la grande francophonie. Mais sachant déjà que le téléphone a sonné, puis que là, on le sait aussi qu'en plus, elle a un album en préparation, je pense que on peut espérer pour elle. Et moi, je dis enfin une carrière à grand déploiement pour elle. Bien, à la grandeur, j'ai juste le goût de terminer en disant, donc, Annick Saint-Pierre, c'est
de nos très grandes voix. Donc, et The Voice, la voix de l'année de l'édition 2021 en France. Exactement, sachant qu'en plus, il a été refusé à quelques occasions ici à l'édition québécoise. C'est une petite forme de vengeance cute, on va le dire de même pour Annick Saint-Pierre. Je trouve ça tellement mignon, j'aime ça. Oui, moi aussi. Hey, merci Francis de nous avoir parlé, ça a été agréable comme toujours. Hey, merci à toi Alex. Elle est notre experte fitness 2 temps 3 mouvements également, série de capsules que vous pouvez attraper sur nos ondes ou sinon revoir sur son site internet et le tvrl.ca aussi. Autre courroie de transmission pour connaître justement l'expertise de Isabelle Dominique-Cros, encore une fois, qui nous parle d'un autre sujet en lien avec l'entraînement cette semaine. Salut Isabelle Dominique. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Ma course va bien. Ben oui. Encore un peu moins que la fin de semaine de Pâques. J'avais fait un 30 km sur 3 jours. Là. J'étais allé un petit peu plus simple. Là. J'ai fait un genre de 20 km en fin de semaine sur 2 jours. Là. Mais quand même, un 4 à 5 fois semaine, c'est le même rythme la même cadence que je tente de contenir. Oui. Tu fais bien d'ailleurs parce que ce qui est noble, c'est d'avoir une cadence, d'être persévérant. Et c'est ça qui nous amène à réaliser nos objectifs. Donc, bravo. La constance. Et là, tu nous parles d'ailleurs, parlant de constance ou de routine d'entraînement également, on peut le mettre comme ça. Tu nous amènes avec quelque chose qui est le ballet fitness, le ballet bar. Est-ce qu'on peut même l'énumérer ici? Oui, on peut l'appeler, ça a différents noms. Et ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que même s'il y a le mot bar dans ce mot-là, ou il y a le mot ballet, on n'a pas besoin d'être des experts en ballet. Et surtout, il faut garder en tête que souvent, c'est un des accessoires, mais en fait, c'est pas nécessairement inspiré ballet. Donc, ça s'appelle ballet bar, ballet fitness. Et un peu comme en fitness, comme on va dire cardio-danse, il y a des cours qui vont être davantage, des profs qui vont être plus dansés, alors que d'autres vont être plus fitness. Fait que c'est trouver ce qu'on aime, finalement. Est-ce que ça peut s'apparenter, là, je comprends, c'est peut-être pas tout à fait dans le même horizon, mais tu sais, le Zumba, là, est-ce que le ballet fitness, le ballet bar peut être, si quelqu'un qui aime le Zumba, ce type de discipline-là, y trouver son compte également? Oui, tout le monde peut y trouver son compte. Typiquement, bon, on voit quand même plus de femmes que d'hommes, mais tout le monde peut trouver son compte parce que, justement, différents styles vont convenir à différentes personnes. Moi, j'aime bien une prof qui est à B-Cycle, qui se nomme Marie, parce qu'elle a un bagage en danse. C'est une ballerine, clairement. Alors, elle va aller un peu plus dans ce volet-là, puis c'est pas dans tous les cours. Mais pour répondre à ta question, donc un cardio-danse un peu Zumba, c'est à saveur danse latine. Les gens qui aiment la danse parfois vont préférer d'autres styles, mais dans ce cas-ci, je soupçonne que certaines de ces personnes ont même peut-être un bagage ou ont fait un premier cours d'introduction à l'âge de 5 ans de ballet. Et le ballet, il y a des choses mauvaises pour le corps et c'est excessif à l'occasion, mais il y a une beauté, il y a la grâce, il y a la posture, il y a la finition de mouvement. Et moi, j'aime ça quand un sport nous amène vers une discipline artistique telle la Zumba. La Zumba, ça nous amène à être mieux avec nos hanches, à être peut-être potentiellement confortable à danser avec un partenaire. Et justement, ma question étant la suivante, c'est que est-ce que c'est justement, donc, ça s'apparente au ballet, mais il y a des étirements, des mouvements qui sont reliés à l'entraînement? Comment on en a réussi à bâtir une nouvelle... format, tu parles du format? Du format, oui. Oui, le format, en fait, cardio-danse, ça va être plus cardiovasculaire. Le ballet fitness, ça peut l'être aussi, mais a priori, c'est quand même plus entraînement musculaire avec les sens sauts. Et j'amènerais le point que quelqu'un qui est blessé ou qui ne peut sauter pour différentes raisons va s'intéresser peut-être davantage à un cours ballet fitness. Maintenant, tous les profs vont le dire, cardio-danse peut se faire sans saut, mais avec l'engouement de la musique, avec le micro, avec l'énergie de tout le monde dans la classe, pré-COVID, on va dire l'énergie qu'on avait quand on était dans une classe. Des fois, ça nous poussait à se surpasser puis à aller faire les sauts, même si on n'était pas censé le faire. Alors, cardio-danse, les caractéristiques principales, c'est que c'est quand même assez complet, mais c'est quand même plus musculaire que cardio. Tu peux avoir des cours ballet fitness cardio ou cardio-bar. Et il y a des étirements, en ballet, il faut être plutôt souple. Alors, il y a des mouvements qu'on va choisir de musculation qui vont aller
travailler également la souplesse, un peu comme dans le yoga, dans le pilates. Mais a priori, c'est quand même pas... on n'est pas au sol en train de faire que des étirements. C'est très... je trouve ça varié, je trouve ça le fun. Souvent, la musique, c'est un élément crucial. Les playlists, comme on dit, sont vraiment extraordinaires dans les cours de ballet barre, dans les cours de spinning aussi, en fait. Et... oui, ça te donne une idée, tu vois un peu plus que... Oui, vraiment. Puis on se lance comment? Parce que tu l'as dit, on est actuellement en période de pandémie. Et est-ce qu'on peut faire ça dans son salon, chez soi, dans son sous-sol, s'aménager un espace pour faire ça? Oui. Je dirais qu'en fait, c'est un super bel entraînement à explorer tout seul chez soi. Il y a plein de choses qui se donnent en ligne. C'est des entraînements qui, des fois, sont plus courts, des fois plus longs. On peut le faire avec ou sans équipement. Il y a certains programmes où, si tu as envie de partir le bal, t'aimes ça, tu peux même acheter les quelques morceaux d'équipement que tu risques d'avoir besoin, comme un élastique ou un petit ballon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un oreiller peut faire la job aussi. Okay. Et puis, on peut toujours essayer de faire ces entraînements-là sans équipement d'abord. Pour trouver vraiment le format qui nous convient. T'sais. Puis, j'aime bien le rappeler. La première fois qu'on essaie quelque chose, c'est comme dans n'importe quoi. On n'est pas bon nécessairement. Puis, c'est peut-être pas le bon fit non plus. Alors, faut être constant et surtout persévérant parce qu'une mauvaise expérience peut juste vouloir dire mauvais niveau de cours, mauvais coach. Pour nous, le fit n'était pas là. Oui, exactement. Et donc, ce sera à surveiller si on va essayer cette nouvelle discipline-là, le ballet barre. On a encore un petit peu de temps parce qu'il y a cette... puis on pourra le décortiquer dans une future chronique, si tu le veux bien, Isabelle Dominique, mais quand même, l'entraînement fractionné de haute intensité ou, si on est mieux, le High Intensity Interval Training. Mon anglais de fondrant, de rural se fait sentir, mais bon, on l'assume. Et donc, c'est HIIT, mieux connu en anglais. Qu'est-ce que c'est ce type d'entraînement-là pour ceux qui nous écoutent? Bien, c'est un entraînement haute intensité et c'est très efficace parce qu'on fait, on pousse les limites, on redescend les fréquences cardiaques, on repousse les limites et ça vaut la peine d'en reparler de façon plus longue parce qu'il y a quand même des choses à considérer. Je voulais également rementionner que, en fait, le ballet fitness, c'est pas nécessairement une nouvelle tendance, c'est une tendance dont on parle depuis quelques années. Et permets-moi peut-être juste de rappeler que, justement, il y a des tendances en entraînement. Des fois, comme la Zumba, ça fait longtemps que ça dure. Ouais. C'est souvent des tendances qui sont intéressantes et qui... C'est juste qu'on change le nom ou il y a beaucoup d'argent qui est investi pour promouvoir davantage le nom. Présentement, le HIIT est très populaire depuis quelques années. Et est-ce que ça peut être, par exemple, tu sais, comme moi, on parle de course, là, évidemment, un sujet que je connais bien, mais tu sais, justement, il y en a beaucoup qui tentent de se remettre en forme, font justement des intervalles, donc courent 1 minute, font 30 secondes de marche, courent 1 minute, 30 secondes de marche. Oui. Donc, ça peut être ce type de choses-là pour les gens qui nous écoutent là, dans leur quotidien. Oui, ça peut être toutes sortes de... En fait, tu sais, comme je le mentionne souvent, il faut juste être à l'extérieur de sa zone de confort et s'assurer qu'on fait ça dans la sécurité, donc toujours progressivement. Se blesser, ça ne vaut pas la peine de prendre un risque additionnel pour se blesser parce que ce risque, il est là de toute façon. Et ce qui arrive, si on pousse trop vite, la récupération devient, tu sais, des fois impossible. Ouais. Deuxièmement, la motivation descend parce que là, on sent qu'on n'est pas capable de le faire. Donc, mes 2 mots-clés, c'est à l'extérieur de sa zone de confort, en toute sécurité. Donc, pour quelqu'un qui fait une marche active, qui veut prendre le prochain pas, super bonne idée. On fait un petit peu de jogging, un petit peu de marche et on y va comme ça. Puis après ça, on essaie de prolonger les moments de jogging. Oui. Et en tout cas, c'est une belle histoire de Cendrillon que tu nous as racontée avec évidemment le ballet bar, ballet fitness. On peut revoir tes capsules en tout temps parce que tu parles de différentes disciplines justement qui sont tendances, des entraînements à la maison aussi, qui nous permet d'avoir un quotidien avec beaucoup plus d'énergie. Alors, on te retrouve sur ton site Internet déjà affiché, le tvrl.ca, 2 temps 3 mouvements, les capsules sur nos ondes. Isabelle Dominique Roux, merci de nous avoir parlé. Bien, merci à toi, Alex. Toujours un grand plaisir. Avec l'arrivée du printemps, du beau temps et le passe-temps qu'on va faire cet été, ben oui, la Casa del Patio, elle est là pour nous donner des suggestions, justement, vins spiritueux et autres. Vicky Volikakis, sommelière, je rappelle, pour Select Vins et Advini. Merci d'être là. Fait plaisir. Content de te retrouver. On se connaît bien. Il y a toujours le tutoiement qui est d'usage. Et partons tout d'abord avec une nouvelle tendance. Les spiritueux en canette
Et celui-là, donc, est pas banal. C'est très populaire ces jours-ci, donc, à la SAQ, le Johnny Bootlegger. C'est bien ça? Exact. Le Johnny Bootlegger, qui est un prêt-à-boire, un cocktail prêt-à-boire de Old Fashioned. Alors, à l'origine, Old Fashioned, le cocktail est parti, dans le fond, de Louisville, au Kentucky. C'est un barman qui s'appelle Martin Cuneo qui a parti ça en 1884. Quand et même. depuis, ben, ça a fait son bout de chemin. Et ici, ben, on y va avec un prêt-à-boire qui est mis en canette ici au Québec. La seule chose qui n'est pas québécois de ce produit, c'est le whisky. Ouais, c'est ça, Et puis sinon, ben, tout est fabriqué ici. Il n'y a pas de colorant il n'y a pas de colorant ajouté. Dans le fond, c'est tous des arômes naturels et puis c'est tout fait ici au Québec. Même, en fait, tout ce qui est impression et tout, tout est fait au Québec sauf le whisky. Cette tendance-là d'offrir des prêts à boire, c'est partout. Je veux dire, on les voit autant dans les dépanneurs, je veux dire, que même à la SAQ. Oui. Ça semble être une tendance. Comment on l'explique, ça? Bien, je pense que les gens, ils sont pressés. Souvent, ils veulent quelque chose rapidement, ils rentrent en quelque part, se le prennent, se l'achètent et partent et ils aimeraient ça le boire à l'instant. Alors, ça ici, ça va être parfait pour soit dans notre cour, comme tu disais, sur le patio, ou bien aller faire un pique-nique parce qu'on ne pourra pas faire grand-chose cet été, malheureusement. Ouais. Et puis ici, je pense que ce cocktail prêt à boire, qui est justement sans colorant, avec des arômes naturels, qui sera délicieux, rafraîchissant. On aura juste, si on veut pas le boire à même la canette, bien, on prend un verre style tumbler avec des glaçons, un zeste d'orange ou une tranche d'orange, et puis le tour est joué, puis on peut mettre des petits parasols, une cerise, bref, se mettre un peu comme on veut. Dans l'ambiance, mettre un peu de couleur dans notre été. Mais permets-moi aussi de te demander, parce que, tu sais, étant quand même, je peux dire, un grand connaisseur de bière, un amant de la bière, je fais le parallèle avec ces cocktails-là ou ces prêts à boire-là aussi. On voit une différence entre la bière en bouteille, la bière en canette, souvent dans certains types de bières pour le goût. Est-ce que ça a une influence sur le résultat, sur le goût pour, en bouteille, par exemple, un whisky en bouteille puis un whisky en canette? Bien, moi, pour les prêts à boire, je les ai tout le temps goûtés. Bien, tu sais, je n'ai pas goûté beaucoup des Old Fashioned. Ouais. Moi, c'est la première fois que je le goûte vraiment prêt à boire. Sinon, tu sais, on est habitué on prend les ingrédients, on se fait tout. Mais moi, je pense que ça représente pleinement si on se le faisait avec tous les ingrédients individuels à la maison. Là, OK, donc vraiment... moi, je pense qu'ils sont vraiment allés chercher exactement ce que les gens s'attendent. Ils ont recréé la recette et voilà, il reste juste à boire. Et Dieu sait qu'on a goût de boire ce rosé italien, le Lavis Pinot Grigio, c'est bien ça? Le Lavis Pinot Grigio. Grigio, voilà. Alors, on se transporte, on ne peut pas voyager, mais le vin nous fait voyager. Il nous fait voyager, oui. On se transporte dans le nord de l'Italie, dans le Trentin, dans les montagnes des Dolomites, que j'ai eu la chance d'aller visiter en 2019. Ici, on travaille, tout est cultivé à la main. On est entre 200 mètres et 800 mètres d'altitude dans les montagnes. Les vignes sont faites en pergola. Alors, en pergola, c'est vraiment que la vigne est faite. Tu sais, c'est comme, il y a ta tige, là, puis il y a comme les deux branches comme ça, puis ça te fait vraiment des pergolas. C'est le type de vigne. Okay. Il y en a plusieurs, mais ici, on est en type de pergola. Et tout récolté à la main. On est sur une cave coopérative de plus de 800 vignerons qui travaillent pour la plupart en bio, mais puisque pas tout le monde est certifié bio, ben on peut pas le décréter comme celui-là. Bio. Alors, on est sur un beau vin rosé, sec, frais, pas trop délicat. Sucré, non, pas du tout. Ici, on est à 2,8 grammes de sucre. Voilà, je voulais pas me mélanger. Et c'est très petit prix. Ici, on a le gros format qui est sorti, le 1,5 litres qu'on appelle un Magnum. Fait que si on a un patio à faire à la fin, là. C'est ça. Alors, je pense que, tu sais, ça va être parfait pour le week-end. Des fois, on se dit, on a le goût d'un rosé pour en fin de semaine. Bien, vous en aurez pour un petit bout. Oui, puis toujours servir ça super froid. C'est-tu le genre d'urbaine? Ouais, bien frais, oui. Ça a besoin d'être bien frais. C'est pas comme un vin rouge qui doit être servi plus chaud, là, pas froid. Là, mais température un peu plus, c'est ça, plus chaude. Là. Et je me permets de la parenthèse, mais est-ce que le blanc aussi, on dit souvent ça, servir très, très froid, est-ce que c'est la même chose aussi? Non, mais en fait, il ne faut jamais servir les choses trop froides parce que sinon, ça camoufle les arômes et aussi, tu sais, autant les arômes, les odeurs et tout ça, c'est ça, ça camoufle. Ça va détruire... Et au contraire, si on sert trop chaud, ben là, ça va être désagréable parce que là, ben
c'est ça, c'est super important de servir à la bonne température, que ce soit un blanc, un rouge, un rosé, un vin mousseux ou un cocktail. Tu sais, faut vraiment, sinon ça peut faire que ça passe ou ça casse quand les gens vont le déguster. Et on peut manger ça, est-ce qu'on peut le manger avec Bien différentes sûr, choses? On le prend soit en apéro, et encore là, ben là, vu qu'on est sur du rosé, ben on y va encore avec les fameux fruits de mer, les poissons. On peut y aller avec un beau petit poulet rôti, tu sais, sur le barbecue, avec une salade, ça pourrait être super le fun. Puis voilà, je pense même que j'irais peut-être même avec une tarte aux petits fruits rouges. Fait que je l'accompagnerais pas mal tout au long du repas. Intéressant. Il nous reste pas beaucoup de temps, alors je veux quand même qu'on parle de ce prochain vin. C'est attendez, c'est le Fontana Bianca Barbaresco, voilà. Exact, Fontana Bianca Barbaresco. On est toujours en Italie ici. Un beau vin rouge, 100% Nebbiolo. Et on est sur un vin qui est sec, corsé, vraiment qui est élégant à la fois. C'est comme une main de fer dans un gant de velours, parce qu'il y a quand même du corps. Ici, on va aller l'accompagner avec des bonnes viandes rouges, un rôti, une planche de fromage. Si je suis amateur du Cabernet Sauvignon, est-ce que j'aime ce vin-là, par exemple? Oui, parce que si on aime les Cabernet Sauvignon costauds, ici, on est sur un 100% Nebbiolo qui est vraiment costaud, mais sec à la fois. Ça sera parfait pour justement les barbecues. Moi, j'ai pensé vraiment à vous amener ce trio de produits pour justement passer un beau week-end avec notre famille, parce qu'on peut pas vraiment... Exactement, pouvoir le faire en dehors des bulles. Oui. Mais est-ce que... Puis je vois souvent les vins qui émanent de cette partie du globe duquel on parle, là, donc en Italie, évidemment, pour ce qui est de la région de Piémont. Est-ce qu'il y a des particularités? Parce que souvent, des vins qui reviennent de cette région-là qui semblent vraiment trouver de preneur chez nous au Québec, là. Bien, en fait, chaque région a sa typicité. Le Piémont est riche vraiment en vignobles, et même, je pourrais vous dire que, petite parenthèse ici, lorsque je suis allée visiter Fontana Bianca, ici, c'est une famille de 3e génération. Matteo, c'est le plus jeune, et lorsqu'on arrive là-bas, c'est entouré de noisetiers. OK. Et les noisetiers appartiennent à qui? Ferrero Rocher. OK. Entre autres. OK. Donc... Entre autres. Fait que c'est comme un peu impressionnant. Il y a une belle végétation. L'endroit est parfait pour justement la culture des vignes là-bas. De vignes là-bas. De bons vins. Climat qui amène donc la personnalité, l'identité à ce vin-là. Puis ça, on parle toujours de ces différentes suggestions que tu nous donnes à la SAQ. C'est quoi, une quinzaine de dollars environ? Bien, pour le whisky, dans le fond, on est sous les 15 $. Ensuite, ici, le Magnum de la Vice Pinot Grigio, on est sur une vingtaine de dollars, tandis qu'ici, un petit luxe à une trentaine de dollars. Ben, ça se prend très bien quand on veut peut-être célébrer quelque chose, pourquoi pas, différentes invitations alors qu'on saisit avec cet été qui est droit devant nous, le temps chaud aussi. Un grand merci de nous avoir parlé, Vicky Volkakis. On se dit à très bientôt. À bientôt. C'est une nouvelle série télé qui est disponible, entre autres, sur la plateforme Disney. Et on en parle tout de suite avec Nicolas-Vincent Poirier. Salut! Salut, Alex! Véritable buzz pour Vendavision, cette série qui a pris un petit peu tout le monde par surprise par, je pense, l'ampleur qu'elle a pris. Puis je sais pas si tu as eu le même feeling que moi. Mais en visionnant les premiers épisodes, 1 ou 2, j'étais pas sûr, mais finalement, je me suis laissé prendre, j'oserais dire, presque au jeu, là, parce que tellement c'est une bonne série. Oui, puis t'es pas le seul. J'ai beaucoup d'amis qui, exactement comme toi, ils ont regardé le premier épisode, le deuxième, puis OK, mais où est-ce que ça s'en va? Pourquoi? Et finalement, on comprend tout. Oui. Et l'ensemble, une fois qu'on a terminé, bien, l'ensemble de l'œuvre, elle est vraiment parfaite pour ce que c'est. Puis expliquons tout d'abord ce que c'est Vendavision, parce que ça peut paraître complexe. C'est dans l'univers des super-héros Marvel. Si vous connaissez les Avengers, on est dans cette ambiance-là. C'est un peu la trame narrative, mais on nous amène complètement ailleurs. Tout à fait. Bien, premièrement, c'est WandaVision. Bon, c'est 2 personnages de l'univers de Marvel, Scarlet Witch ou Wanda, et Vision. Qui ont apparu tous les 2 en 2015 dans le film Age of Ultron. Ouais. Et bon, par la suite, ils ont développé une romance ensemble. Et bon, spoiler, pour ceux qui n'auraient pas vu Infinity War, Vision... Ben là, ça fait quand même 5 à 6 ans, fait que t'es dû, là. Juste au cas où, Vision meurt dans le film.
Et, bon, par la suite, cette série-là, on nous transporte, ça se passe en 2023, et ça raconte l'histoire de Wanda et Vision qui magiquement forment un couple et qui vivent toutes sortes de petites choses Et au précisons, quotidien. comme si de rien ne s'était passé Exactement. des événements auparavant. Là. Exactement, comme si on enlève tout ce qui s'est passé avant. Puis bon, il habite dans une maison en banlieue et c'est le petit train-train quotidien. Et un sitcom, en respectant tous les ingrédients de ce que c'est un sitcom, là. Tout à fait, parce que chaque épisode, les 6-7 premiers épisodes, chacun d'eux se passe dans une décennie différente de sitcom. Les deux premiers épisodes sont en noir et blanc et je pense que c'est la troisième qui commence à devenir, c'est ça, en couleur. La première épisode a été enregistré devant le public. Ben, c'est ça. Vraiment pour faire comme à l'époque. Ben justement, représenter les codes, le public qui rit. Tu sais, des fois, on voit le décor qui est pas trop, tu sais, tu comprends là où je veux en venir, tu sais, qui n'a pas l'air nécessairement d'un ça décor fait solide. fake. Ouais, fake un peu. Et on se plaît à, pas à ridiculiser, mais disons à rire de manière sympathique de ce qui étaient les sitcoms de l'époque, là. Tout à fait. Et on a été encore plus loin que ça parce que les acteurs ont eu des coachs qui leur ont montré vraiment comment est-ce que les gens bougeaient et parlaient dans les années 50, 60, 70 parce qu'il y a des petites différences et il fallait vraiment que ça représente à 100% les époques. Représentatif de l'époque. Puis tu sais, à l'époque où les comédiens ou les comédiennes surjouaient un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais il fallait qu'ils aient l'air crédibles, justement, dans cette façon-là de surjouer. Tu sais, je pense à donc Elizabeth Olsen qui incarne Wanda ou Paul Bettany. C'est là où on voit le brio. Tu sais, ce ne sont pas juste des super-héros, des répliques un peu, des fois on peut... pour ceux qui sont des puristes du cinéma, trouver ça un peu peut-être très léger comme jeu d'acteurs. Ils sont vraiment de bons acteurs, c'est là qu'on le voit. Là. Ils sont excellents parce qu'on nous amène complètement ailleurs. Et c'est ça le truc pour les fans de Marvel qui commencent à regarder cette série-là. Eh bien, c'est normal que les deux premiers épisodes, mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous a toujours montré. Et Marvel était pas mal sûr de leur coût. Tu vas me dire, mais à quel point? C'est la série qui a coûté le plus cher dans l'histoire. On parle d'environ 25 millions de dollars par épisode. C'est quand même pas banal. Puis moi, j'ai trouvé des performances donc très touchantes. Tu sais, je parlais de Paul Bettany qui incarne Vision, puis bon, Elizabeth Olsen. On s'en souviendra à notre époque avec les jumelles Olsen, bon, avec elle qui incarne Wanda, mais Catherine Hahn aussi, qui vient jouer Agatha, là, la voisine, la fouineuse. Tu sais, elle est super drôle. C'est parfait. C'est normal, par contre, comme je l'ai dit, d'être un peu perplexe au début durant les deux premiers épisodes, mais après ça, là, on comprend tout. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est une mini-série et Marvel en prépare plusieurs. Parce que ce qu'il faut comprendre... C'était ma prochaine question. C'est qu'il y a tellement de super-héros dans cet univers-là. On ne peut pas commencer à faire des films sur chacun d'eux pour terminer leur arche narrative. Donc, des séries... Ça vient aider pour ça, comme Falcon and the Winter Soldier. Ouais. Présentement, Loki au mois de Captain America, qui pourrait bien s'adapter. Je pense que Captain America, c'est un de ceux qui, on le sait, sa relation avec dans le premier film, bon, avec j'ai oublié le nom, là, mais avec la militaire en question. Donc, il y aurait probablement, puis c'est un personnage auquel on s'attache beaucoup. Il est très humain, Captain America. Je sais pas si c'est un de ceux-là que tu verrais le plus avoir une série télé éventuellement. Moi, me dire, Wanda et Vision, c'est pas mes personnages préférés du tout. Moi non plus. De l'univers Marvel, mais j'ai adoré cette mini-série-là. Donc, rendu là, ils pourraient en faire avec n'importe quel de leurs personnages et je suis sûr que ça serait excellent. Et ce qui est particulier avec ça, c'est que c'est le début de la phase 4 de l'univers cinématographique de Marvel. Et au départ, c'est censé être Black Widow l'année passée. Oui. Bon, tout a changé à cause de la COVID. Mais maintenant, c'est quoi les univers, les phases de cet univers-là? On est rendu à la 4e phase. Oui. La première phase, c'était de 2008 à 2012 jusqu'au film Avengers. On monte les super-héros et pouf, on fait un film où ils sont tous ensemble. Les Iron Man, les Captain America, justement, puis après ça est arrivé les Infinity War, Endgame. Ça, c'est la phase 3. La phase 2, tu vois, c'est de 2013 à 2016.
C'est l'équivalent Avec du... corps et... C'est ça, on développe un peu plus les personnages. La phase 1, c'est vraiment l'introduction. La deuxième phase, c'est vraiment le développement des personnages, de certaines sous-intrigues. Et la phase 3, qu'on vient de terminer avec Endgame, c'est vraiment la conclusion de cette arche-là. Et la phase 4, eh bien, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être le multivers. OK. Qu'est-ce que c'est Justement, le oui. multivers? Eh bien, c'est plusieurs univers parallèles où il pourrait y avoir d'autres Spider-Man interprétés par d'autres personnes. OK. Un Miles Morales Spider-Man, en quelque part dans... Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on a vu dans la série WandaVision? Parce que des fois, quand on disait tantôt, en début de conversation, qu'il ne se rappelle pas du passé, donc auparavant. Mais là, il y a des flashs, il y a des différentes personnes ou des... Dans la série, finalement, il y a une évocation avec certains éléments qui sont mis dans la série là, du passé. Donc, ils commencent à comprendre qu'ils ont vécu des choses. Est-ce que c'est déjà un déclencheur de ça, de ce que tu évoques? Oui, c'est vraiment... C'est l'introduction de ça. On nous a teasé une introduction dans le dernier Spider-Man, mais finalement, bon, c'était pas vraiment ça. Et maintenant, on entre vraiment dans, c'est ça, le multivers. Et le multivers, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends, mettons, Indiana Jones. Okay? Harrison Ford, c'est Indiana Jones. On veut faire un nouveau Indiana Jones avec quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est un gros risque. Et ça va arriver avec plusieurs des personnages que les gens aiment de Marvel. Mais maintenant, avec le multivers, ça veut dire qu'il pourrait avoir dans une autre dimension un autre Iron Man interprété par quelqu'un d'autre. Plus jeune. Plus jeune, plus vieux, plus... n'importe. Est-ce que ça pourrait même être l'apparition de nouveaux super-héros qu'on n'avait pas encore imbriqués dans les intrigues les X-Men, de Marvel? Je suis pas mal sûr que les X-Men, c'est de cette façon-là qu'ils vont arriver. Comme les Gardiens de la Galaxie, par exemple, aussi. Les Gardiens de la Galaxie sont déjà là, mais est-ce que peut-être il va y avoir d'autres Gardiens de la Galaxie? Oui, tout se peut. Et un autre film qui va bien définir cet univers-là, c'est le prochain Doctor Strange, qui va se passer dans plusieurs univers différents. Donc, tout ça ensemble, le début pour nous introduire ça, c'est comme la phase 1 là, au début. Hey, plein de films de super-héros, mais un film avec tous ces super-héros-là ensemble, on ne connaissait pas le concept. Et ça a pris une phase pour nous le montrer. Et maintenant, le multivers, plusieurs univers avec potentiellement plusieurs mêmes super-héros, eh bien, ça, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut nous introduire. Et c'est drôle parce que Disney+, la plateforme Disney a acheté les droits de plusieurs de ces séries-là. Alors, c'est pas étranger au fait qu'on s'est rendu maintenant, ça a convergé sur la plupart des Marvel de cette plateforme-là. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, justement, Il nous reste plus de temps. Marvel Television, eux autres, bon, ils ont fait Agents of S.H.I.E.L.D., bon, une série qui a certains petits liens avec les films, mais si on ne l'a pas vu, c'est pas grave, ça ne change rien. Oui. Mais ça fait partie, ces mini-séries-là, de l'univers cinématographique de Marvel. Donc, pour tous les fans, je conseille énormément WandaVision. Oui, sur la plateforme Disney. Oui. Alors, un grand merci de nous avoir parlé, mon cher. Merci. Avec notre chroniqueuse mode, c'est Valérie Laflamme qui est avec nous. Salut Valérie. Salut, ça va bien? Très bien. Je suis très content que tu nous amènes avec donc ton sujet aujourd'hui, soit donc l'empreinte écologique que les différentes entreprises dans la mode finalement générale tentent de réduire. Donc l'impact écologique. Et premièrement, cette tendance qui semble s'implanter sur plusieurs compagnies, est-ce qu'elle vient depuis longtemps dans la commercialisation de la mode ou... En fait, c'est quand même tout nouveau. De plus en plus, on est sensibilisé à l'environnement, les changements climatiques. Il y a même des scientifiques qui ont prouvé qu'il restait environ 7 ans avant que notre planète devienne à un point incontournable, en fait. Donc, plus en plus, les entreprises commencent à transgresser vers des méthodes un peu plus éco-responsables, des matériaux
recyclés. OK. Fait que ça commence surtout avec la pandémie, le confinement. Ouais. Beaucoup d'entreprises ont pu réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire pour changer leur méthode de fabrication. Pour avoir un impact positif. Oui, ouais, parce qu'il faut dire, mais même aussi les gens, là, tu sais, ça fait 1 an que tu es en télétravail, tu as peut-être une cravate, des vestons, des choses que ça fait un tour de taille qui a pris peut-être un petit peu de l'ampleur. Ça, c'est à vous autres de le gérer. Mais bref, il y a des vêtements peut-être qui dorment dans le garde-robe qu'on peut peut-être aussi leur donner une seconde vie. Là. Exactement. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui des façons qu'on peut leur donner une seconde vie. Ouais. Puis d'abord, le mouvement de mode éco-responsable est vraiment venu à une réaction à la mode rapide qu'on appelle dans le domaine de la mode la fast fashion. Okay. Puis ça, c'est vraiment une méthode de conception et commercialisation axée sur la production très rapide avec des matériaux peut-être un peu de moins bonne qualité pour que les entreprises sortent des nouveaux vêtements à toutes les semaines. Puis ça encourage énormément la surconsommation parce que les vêtements sont un peu de moins bonne qualité. Il y a toujours des nouveaux morceaux, donc les consommateurs veulent aller en magasin voir les nouvelles collections. Donc, pour contrer ça, comme tu le dévoilais, c'est de donc, reprendre des tissus qui sont recyclés, des vêtements qui ont peut-être été un petit peu ratés, je vais le dire comme ça, de la fabrication. Puis c'est quoi, on leur donne une seconde vie? Ou... Exactement. Donc, les grands manufacturiers, les grandes compagnies peuvent faire du recyclage de vêtements. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les vieux vêtements, soit qui sont usés, comme tu as dit, ont des défauts et tout. On va les recycler, on va les broyer un peu, si on peut le dire comme ça. On va les rendre à l'état fibre textile pour refaire de nouveaux tissus, refaire de nouveaux vêtements. Puis ce qui est génial, pour rendre des vieux vêtements, des vieux tissus à l'état fibre, on a besoin aussi de matériaux plastiques, comme des bouteilles d'eau et autres. Donc, on va vraiment tout broyer ça ensemble. Ça va donner une espèce de mousse pour faire une fibre textile. OK. Et est-ce que ça donne quand même des vêtements de qualité? Est-ce que ça garde certaines propriétés, par exemple, quand on pense à des manteaux, quand on pense à des vêtements chauds pour nous ici au Québec? Est-ce que ça conserve quand même une bonne qualité? Là? Mais oui, ça conserve une très bonne qualité. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la marque de vêtements de sport et de plein air Patagonia, qui sont faits à partir de coton biologique et de vêtements recyclés. Donc, on peut voir que c'est d'une bonne qualité. Et par contre, est-ce que ça peut pas devenir... puis là, je me fais un peu l'avocat du diable, là, c'est mon rôle aussi dans cette émission-là, mais peut-être une espèce d'argument de vente auprès d'une certaine clientèle cible, par exemple les jeunes qui sont très souvent conscientisés avec le côté environnemental, l'écologie. Donc, parfois, est-ce que ça peut... on peut se laisser méprendre par ça? Ou... Bien, c'est sûr que si une compagnie se dit éco-responsable, il va avoir des preuves qui vont être affichées sur leur site Internet, sur les étiquettes de vêtements. Donc, peut-être que première vue, ça nous tente d'aller acheter ces vêtements-là, mais on peut toujours vérifier par nous-mêmes s'ils le sont vraiment. Puis il y a aussi la certification B qui existe, qui est une certification qui est très difficile à avoir. Puis c'est vraiment quand que les entreprises sont transparents vers le public, comment ils utilisent un matériau environnemental. Puis ils doivent relever d'autorités, des fois gouvernementales, pour avoir ces certifications-là ou autres. Je vous ai sorti aussi une petite statistique qui peut être intéressante. Vas-y. Les matières recyclées, dans le fond, quand on utilise des matières recyclées, on est 98 moins d'impact négatif sur l'environnement. Donc, c'est vraiment une bonne façon d'essayer d'être éco-responsable en achetant nos vêtements. Puis de faire une action. Là, exactement, parce que je ne sais pas si tu savais, Alex, mais pour créer des vêtements, on a besoin de 4 de l'eau potable à travers le monde. OK, non, je ne savais pas ça. Ce qui est énorme. Pour un T-shirt, pour donner une petite idée, une petite image à la maison, c'est l'équivalent de 70 douches quand on se lave. Et pour un jean, c'est 285 douches, ce qui veut dire en litres, là, environ entre 7 et 10 000 litres d'eau pour un seul jean. Quand même, c'est assez... surtout que quand j'y repense aux douches de ma sœur, c'était à peu près ça, là, mais... Non, bref, évidemment, c'est une blague, mais je veux qu'on prenne le temps de... Parce que toi, tu as aussi d'autres suggestions à nous donner pour tenter de réduire l'impact écologique côté, mode et autres. Mais, notamment, tu portes donc d'une friperie, je pense, un vêtement, c'est ça? Exactement, c'est un débardeur d'une friperie. Les débardeurs qui sont extrêmement à la mode en ce moment, on en retrouve dans toutes les boutiques. Mais si on va dans une friperie, c'est une certaine façon de récupérer les vêtements. On leur donne une deuxième vie. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun aussi parce que quand on va dans les friperies... C'est pas cher. C'est pas cher. Puis c'est très rare qu'on croise quelqu'un dans la rue qui a le même morceau que nous. Fait qu'on est unique, pas cher, on donne une deuxième vie à un morceau de vêtement. Oui, puis c'est ça. Peut-être des fois dans les coffres au trésor de nos grands-parents, les garde-robes, peut-être aussi du linge là qui peut avoir une seconde vie aussi. Comme ce que j'ai fait ici avec le petit chemisier. C'est un chemisier qui était un peu trop grand pour moi. Puis je l'ai coupé en
un petit habit de soirée, un 2 pièces, la jupe et le chandail. En fait, c'est une de mes amies, Naila, que je salue à la maison, qui me le fait, en fait. Puis, on récupère des vêtements, en fait. Donc, on peut prendre un morceau de rideau, tout ce qu'on veut, un tissu, puis on fait notre propre vêtement avec. Donc, on n'a pas, on surconsomme pas parce que c'est déjà des morceaux qu'on a à la maison. Exact. Est-ce qu'il y a, si on veut se créer nos propres vêtements ou parce que toi, tu sais, évidemment, tu es dans ce domaine-là, tu es une experte, tu viens de nous vulgariser ça chaque semaine. Mais est-ce qu'il y a des façons aussi, si on veut se construire nos propres vêtements, on récupère ça, on veut peut-être faire un... Permettez-moi l'espagnol ou le canadien anglais pour supporter les propos de mon caméraman Daniel. Donc, il part à rire. Donc, est-ce qu'on peut faire fitter ça avec n'importe quoi ou il n'y a aucune limite? Parce que toi, tu sembles justement avoir toujours des idées, mais mettons qu'on n'a pas tous ta créativité là, comme toi. On veut se créer nos propres vêtements à la maison. Est-ce qu'il y a des règles quand même à respecter de base? Bien, c'est sûr que, tu sais, on peut laisser aller notre créativité. On veut toujours suivre un peu les tendances, mais tu sais, pour les gens qui savent pas trop comment s'y prendre, il y a toujours sur YouTube, on peut trouver des vidéos n'importe de tutoriels, en fait. Puis même dans les friperies, ce qui est le fun, moi, ce que j'aime, c'est que je vais dans les friperies, je m'achète des jeans, je les coupe, je mets des patchs, tu sais, on peut vraiment... C'est pas cher, donc puis on réutilise des morceaux, fait qu'on fait vraiment du recyclage. C'est vraiment des idées qu'on peut apporter. C'est ça, puis même, était pas loin l'époque où, je veux dire, les ados, on prenait des ciseaux et tu te rappelles, bien évidemment, ben oui. Puis on se fait des trous. Des trous, c'est ça, des trous qui sont désignés, parfois un peu croches, mais, mais ça nous donne quand même de belles idées. Alors évidemment, donc, un peu partout, tu le mentionnais, est-ce qu'il y a des sites Internet aussi des fois, ou peut-être pour suivre la mode, suivre également les tendances comme celles que tu nous as exposées aujourd'hui, qui promouvoient ces valeurs-là d'écologie en termes de mode pour toi? Est-ce que tu as des références? Il y a une nouvelle plateforme, dans le fond, c'est pas nécessairement pour... amener des nouvelles tendances, mais c'est une plateforme qui s'appelle Depop. C'est un peu comme un Instagram, mais de la revente de vêtements. C'est comme une friperie en ligne, en fait. Donc, nous, on peut remettre nos vêtements sur ces sites-là, puis les gens peuvent les magasiner dans notre plateforme, si on veut. Puis nous, on magasine dans la plateforme d'autres personnes. C'est vraiment international. Donc, on peut acheter des États-Unis, de Montréal, puis même en ligne. Il y a même plusieurs compagnies locales aussi qui font affaire avec Depop pour vendre et acheter des morceaux de vêtements. Parce qu'on sait, avoir un site Internet, c'est d'autres coûts aussi. La plateforme, elle est gratuite. Ah, bien, très intéressant. Merci de nous en avoir parlé. Puis à très bientôt pour d'autres suggestions, justement, dans le domaine de la mode. Toujours un grand plaisir de te recevoir. Merci. Je vous remercie d'avoir été là. En tout temps, vous êtes les bienvenus à nous écrire si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite, qu'on parle de votre organisme sur le territoire lavallois. Pour votre information, cette émission est là justement, est une voix pour vous faire entendre. tvrl.ca, notre page Facebook demeure les lieux pour pouvoir nous écrire, nous joindre. Je remercie Daniel et Daniel, deux caméramans, également Manon qui est à la recherche et Alain à la réalisation. Ne ratez pas notre bingo qui vous offre 3 500 $, dont 2 500 $ pour la carte pleine cette semaine. Évidemment, le bingo TV Laval. Et ma question est toute simple. Avez-vous votre carte? Et je vous dis à très bientôt.